L'Europe à 12, rien n'est réglé. Problème numéro 1, le dossier de la pêche. Encore du rififi dans le sport automobile. Jean-Marie Balestre en travers de la route de la 205 Turbo 16. Trop, c'est trop. La fièvre du dollar commence à inquiéter les États-Unis. Nous verrons pourquoi dans la chronique financière à la fin de ce journal. La presse américaine et le pouvoir politique aux États-Unis, tout n'est plus si simple au pays de l'oncle Sam. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le troisième homme au cœur artificiel se porte bien ce soir, aussi bien qu'il est possible avec un cœur en plastique relié à un compresseur de 150 kg. Les médecins américains sont même nettement plus optimistes que pour les deux premières tentatives. Reste une question. Ces opérations ont-elles vraiment un intérêt pour la guérison de tous les grands cardiaques ou ne sont-elles que des expériences spectaculaires? Gérard Pinson. Murray Hayden, 58 ans, ancien ouvrier de l'automobile, souffrait d'une maladie cardiaque incurable. Irrémédiable, sauf peut-être à prendre le risque d'échanger son cœur mourant contre la pompe mécanique que lui proposait le docteur De Vries. Hier, à Louisville, l'opération a duré 3h30, toujours sur fond musical. Elle a été 2 fois moins longue que les 2 précédentes implantations. L'Institut privé Humana et l'équipe De Vries, qui détiennent l'autorisation exclusive de ce genre d'intervention, comptent beaucoup sur le bon état général de M. Hayden pour valoriser leur cœur artificiel. Si la rémission de leur 3e greffé est suffisamment probante, ils pourront envisager de poursuivre ces transplantations à 250 000 $ pièce, réduisant un peu à chaque tentative le volumineux appareillage du malade. Ce matin, le docteur De Vries était heureux d'annoncer que Murray Hayden avait passé une première nuit calme et sans incident. Mais son optimisme reste prudent et pour cause. À quelques chambres de là, William Schroeder, qui a subi la même greffe voici 85 jours, est aujourd'hui fiévreux et très affaibli. Barney Clark, le pionnier, n'avait lui survécu que 112 jours. C'est dire que pour les chirurgiens cardiaques du monde entier, le cœur artificiel n'est pas du tout considéré comme un remède miracle. En même temps où nous essayons de développer des prothèses, nous essayons d'éviter de les utiliser. Et en particulier à l'hôpital Broussais, nous avons développé toute une chirurgie plastique et reconstructrice des valves cardiaques qui nous permet maintenant d'éviter de mettre des prothèses valvulaires chez presque 2/3 des malades. Vous voyez que pour nous, si pour un médecin, l'utilisation d'une prothèse n'est qu'un pis-aller, n'est-ce pas? C'est presque un constat d'échec. Mais nous devons l'utiliser tant qu'il n'y a pas mieux. Le 1er janvier 1986, la famille européenne doit s'agrandir en accueillant l'Espagne et le Portugal. Pour cela, il faudrait que les négociations soient terminées d'ici le 31 mars, autrement dit dans moins de 6 semaines. On peut se demander cependant si le calendrier sera respecté, pourra être respecté, car plus l'échéance se rapproche, plus les problèmes paraissent insurmontables, en particulier celui de la pêche. La réunion des ministres des Affaires étrangères des 10 cet après-midi à Bruxelles ne porte guère à l'optimisme. Jean-Marie Belin et Richard Trépeau. Vous pensez que la date du 1er janvier 86 peut être respectée? Oui, il suffit de faire ce qu'il faut, il faut travailler d'arrache-pied. Pas très optimiste ce matin, Roland Dumas à son arrivée à Bruxelles. En fait, c'est à prendre ou à laisser. Si l'Espagne et le Portugal veulent entrer dans la communauté le 1er janvier prochain, il leur faudra accepter les dernières conditions posées par les 10. Or, ça coince encore dans 3 domaines. Les affaires sociales, c'est le problème de l'immigration portugaise vers certains petits pays comme le Luxembourg, et le retard dans les législations sociales. L'agriculture, où presque tout est réglé sauf les exportations de fruits et légumes en provenance d'Espagne. Les 10, mais surtout la France et l'Italie, imposent un régime transitoire où chacun pourrait protéger son marché et donc ses producteurs pendant encore 10 ans. C'est cette durée qui pose problème. Enfin, la pêche, c'est le point conflictuel et même empoisonnant avec la France en particulier. Or, l'énorme flotte espagnole, équivalente à celle des 10 réunis, n'aurait libre accès à toutes les eaux communautaires qu'à partir de 1993, et encore si elle s'adapte aux possibilités de capture en clair, si la moitié de ces bateaux est mise à la retraite. Demain, les ministres espagnols et portugais seront à Bruxelles. Ils jugeront certainement les propositions des 10 médiocres, mais il ne faut tout de même pas oublier que ce sont eux les demandeurs. S'ils les rejettent, les négociations continueront bien sûr, mais plus question d'entrer dans la communauté le 1er janvier 86.
Le 7 mars 1984, un garde-côte français tire sur 2 chalutiers espagnols qui pêchent illégalement au large de La Rochelle. 9 pêcheurs sont blessés. L'incident suscite réaction et émotion des 2 côtés des Pyrénées, mais il révèle une tension qui existe depuis plusieurs années. D'un côté, la flotte espagnole, qui a grossi de 50% en 12 ans, qui à elle seule représente autant que le reste de la flotte européenne, et qui de tout temps a pêché dans le golfe de Gascogne. De l'autre, les pays du marché commun qui ont réglementé la pêche dans leurs eaux territoriales et qui se partagent la production. C'est l'Europe dite bleue. Depuis lors, pour pêcher dans les eaux communautaires, les Espagnols doivent obtenir des licences, mais le nombre de celles-ci diminue chaque année. Ils considèrent aujourd'hui que les règlements européens contredisent leurs intérêts historiques. On ne peut pas s'arrêter de pêcher dans cette zone. Nos ancêtres ont toujours travaillé dans le golfe de Gascogne. Ça fait partie de nos traditions. Des Espagnols déterminés, des Français qui se sentent agressés, la situation reste tendue dans le Golfe et les incidents ne cessent de se multiplier entre pêcheurs. C'est le cas extrême d'une situation qui concerne en fait toute la pêche européenne et qui bloque actuellement l'élargissement. La communauté veut que l'Espagne réduise le nombre de ses bateaux et n'accède que très progressivement à ces zones de pêche. L'Espagne, quant à elle, rejette un système transitoire qui ne la ferait profiter pleinement de l'Europe de la pêche que vers la fin du siècle. Les TUC ne sont pas du TOC. En allant lui-même signer 2 conventions pour la création de travaux d'utilité collective avec la mairie de Meaux cet après-midi, le Premier ministre Laurent Fabius a tenu à réaffirmer l'efficacité pour lui des TUC. Il semble d'ailleurs que les Français soient de son avis. Selon un sondage Démoscopie, 81% y sont favorables. Michel Vial. Ils y sont d'autant plus favorables sans doute que le problème de l'emploi demeure l'une de leurs préoccupations majeures et que le système des travaux d'utilité collective, sans être le remède miracle ni la panacée, constitue contre le chômage un moyen de lutte non négligeable. Fixé il y a 4 mois lors de leur création, le premier objectif de 100 000 TUC a d'ores et déjà été atteint. Et le Premier ministre a annoncé cet après-midi à Meaux un nouvel objectif de 200 000 pour la fin de 1985. Il a également précisé que les TUC pourront désormais être décidés par les mutuelles, les organismes de sécurité sociale et les comités d'entreprise. Il a d'ailleurs insisté sur la nécessité d'encourager les initiatives locales, assurant que ce sont les petites et moyennes entreprises qui créeront maintenant des emplois. Enfin, Laurent Fabius, une nouvelle fois, a appelé à un effort collectif, sans arrière-pensée politique, pour la formation des jeunes. Désormais, il faut que tout le monde, au-delà des arrière-pensées politiques qui peuvent exister, se mettent à l'effort et fassent aussi bien, si c'est possible, que ces communes que nous avons vues ou que d'autres que nous pourrions voir, qui, je le répète, appartiennent à des convictions politiques très diverses. Edgar Pisani est-il écouté des gendarmes de Nouvelle-Calédonie? C'est la question qui est posée après les incidents d'hier à Thio, arrivant après la mort de l'indépendantiste Éloi Machoro. Le résultat, en tout cas, est que maintenant, la confiance est bien difficile à rétablir, chacun s'interrogeant sur le rôle exact des forces de l'ordre. On peut remarquer que le général Debert, en mission depuis le mois de décembre, quittera la Nouvelle-Calédonie le 1er mars. Fernand Tavares. Le général de gendarmerie Debert est arrivé à Nouméa vers le 10 décembre, en même temps qu'un certain nombre d'escadrons de gardes mobiles envoyés en renfort à la suite des sanglants affrontements de Yengen. La mission du général Debert était aussi officielle que claire, rétablir l'ordre, traduction sur le terrain, dégager les barrages récalcitrants et enrayer toute tentative d'occupation de bâtiments ou de communes. En quelques jours, la gendarmerie, plutôt déprimée depuis ses revers à Thio, fin novembre 84, redorait peu à peu son blason en intervenant coup sur coup et avec autorité dans des secteurs chauds comme ceux de Bourail ou Boulou-Paris. Mais après l'affrontement de la foi qui devait coûter la vie à Éloi Machoro, le FLNKS, épaulé par les partis de gauche, PS et PCF, critiquait ouvertement les méthodes des mobiles et de leurs chefs. Polémique qui s'est enflammée hier, où semble-t-il les officiers qui se trouvaient sur place, à Thio, n'auraient pas donné une idée exacte de la situation à l'état-major de Nouméa, d'où un certain dérapage. Cela dit, contre un tir nourri de pierres, disent les gendarmes, il était difficile de rester de marbre.
Première réaction sur le terrain, une maison a été incendiée ce matin, près de la tribu de Saint-Philippe. À Paris cet après-midi, le porte-parole du Parti socialiste, Jean-Pierre Destrades, a demandé une enquête très serrée. Quant à la direction du FLNKS, tout en dénonçant l'attitude des autorités, elle a décidé de ne pas rompre le dialogue avec Edgar Pisani. Une deuxième enquête ouverte sur l'assassinat du petit Grégory. Elle a été confiée à la police judiciaire. Le SRPJ de Nancy, le juge Lambert, a donc repris le dossier aux gendarmes. Le Premier ministre israélien Shimon Peres en visite officielle en Italie. Événement remarquable à un double titre. C'est la première visite officielle d'un chef de gouvernement israélien en Italie. Et puis d'autre part, M. Peres rencontrera demain matin le pape Jean-Paul II. Avec le président du Conseil italien, Bettino Craxi, avec qui on le voit ici, il a parlé surtout du Proche-Orient. M. Craxi lui a transmis un message de Yasser Arafat, mais a-t-il ajouté, les conditions d'une initiative de paix au Proche-Orient ne sont pas réunies. Que se passera-t-il au Liban après le départ des troupes israéliennes et en particulier, que fera la Syrie? Rien ne permet pour le moment de répondre à cette question. On peut seulement, pour se faire une idée, observer ce qui se passe dans les premiers territoires rendus à la souveraineté libanaise. Frédéric Astou. Dès le départ des derniers véhicules israéliens, les 1200 soldats de l'armée libanaise, qui attendaient depuis plusieurs heures sur la rive nord de la rivière Awali, ont pu pénétrer dans ce premier secteur du sud-Liban évacué par les forces israéliennes. Ce retrait des soldats de Tsahal, vite remplacé par le contingent libanais, s'est déroulé dans une atmosphère de liesse populaire, chrétiens et musulmans étant pour une fois réunis. Le président Gemayel lui-même a été accueilli par des acclamations lors de sa visite aux villes libérées, comme ici dimanche à Sidon. Le chef de l'État en a profité pour rendre hommage à la résistance libanaise, très active pendant l'occupation israélienne. Reste le problème du sort de ceux qui ont collaboré avec l'occupant. Selon le magazine américain Newsweek, une cinquantaine de ses collaborateurs, ou soupçonnés de l'être, auraient déjà été exécutés. Quant à l'armée israélienne, elle s'est installée derrière sa nouvelle ligne de défense, qui longe en partie une autre rivière, la rivière Litani. Mais cette nouvelle position est loin d'être confortable. Privée d'obstacles naturels, elle ne permettra guère aux soldats israéliens d'empêcher les infiltrations des nombreux groupes de résistance libanais, toujours présents dans le sud du pays, d'autant que les Israéliens ne contrôlent plus désormais que 22% du territoire libanais. Ce n'est pas exactement de gaieté de cœur qu'Israël évacue son armée du Liban, mais comment faire autrement? Cette armée, appelée Tsahal, habituée à la victoire, se demande encore ce qu'elle est venue faire là. Et ces interrogations sont aussi celles des Israéliens. Hubert Coudurier. Même si l'existence de l'État d'Israël n'est plus en cause, l'armée Tsahal en demeure la colonne vertébrale. Un service militaire de 3 ans, de nombreuses périodes de réserve, 500 000 hommes mobilisables à tout moment, un quart du budget de la nation, c'est le prix que les Israéliens paient pour leur sécurité. Le conflit du Liban constitue un tournant dans les affrontements israélo-arabes. Rompus à la guerre éclair, les Israéliens se sont enlisés dans une guérilla qui leur a coûté 600 morts. Le moral des troupes est atteint, d'autant que pour la première fois, Tsahal a le mauvais rôle. Les massacres de Sabra et Shatila, que l'armée n'a pas su empêcher, créent une fracture dans l'opinion israélienne. Malgré la démission du général Sharon, la mauvaise conscience demeure. Le mouvement La Paix Maintenant dénonce une invasion qui n'est pas justifiée par la survie de l'État hébreu. De nombreux réservistes refusent de partir et renvoient leur feuille de route. Le malaise est d'autant plus fort que l'opération Paix en Galilée, chargée de liquider les bases de l'OLP, n'aura pratiquement servi à rien. C'est pourquoi le retrait du Sud-Liban, accéléré par le Premier ministre Shimon Peres, n'est contesté par personne. Au lieu d'être un ciment, cette guerre est devenue un ferment de division. On observe à l'opposé des tendances pacifistes, la radicalisation de nombreux jeunes soldats. Mais si l'aventure libanaise se solde par un repli peu glorieux pour Tsahal, elle aura au moins fait la preuve de son fonctionnement démocratique. L'armée en Israël n'est pas un État dans l'État. La presse américaine a en Europe une grande réputation d'indépendance, indépendance que chacun aux États-Unis reconnaît et respecte. La réalité se révèle cependant un peu plus complexe. Témoin de procès récents qui ont tourné de justesse à l'avantage de la presse. On peut se demander dans ces conditions si c'est là le début d'une offensive en règle et si du coup la perspective de procès très coûteux ne va pas faire réfléchir les patrons de presse. Claude Guénaud. 10 ans après l'affaire du Watergate qui avait révélé l'immense pouvoir de la presse américaine, les rôles semblent inversés.
C'est elle qui est maintenant en banc des accusés, avec 2 procès coup sur coup. Celui du général Westmoreland, qui a attaqué la chaîne CBS pour diffamation à propos d'un reportage sur le Vietnam, et celui d'Ariel Sharon contre le magazine Time pour des raisons similaires. Si dans ces 2 cas les médias en cause ont réussi à retourner la situation, leur crédibilité a été égratignée. À cela s'ajoute la campagne menée par les milieux conservateurs, toujours contre CBS, jugée trop libérale. Ils se proposent tout simplement de racheter les actions de la station pour mieux la contrôler. Il y a certainement des mouvements, des gens qui trouvent que la presse, et surtout une certaine grande presse, est trop libérale dans le sens américain du mot, c'est-à-dire, plus ou moins vous diriez ici, progressiste. C'est leur point de vue, évidemment. Je ne crois pas qu'un Français jugerait cela à gauche. Mais ces gens sont très conservateurs, alors tout ce qui est un peu à gauche d'eux, ils trouvent progressiste. Bon. Mais ce n'est pas coordonné. Ça peut aller dans la même direction, mais je ne crois vraiment pas que ça soit organisé ensemble. Est-ce qu'on peut parler de volonté d'intimider les médias et les journalistes en ce moment aux États-Unis? Par certains groupes, oui, mais je ne crois pas qu'ils réussissent très bien. Il y a surtout ce problème des grands procès, parce que cela pèse, c'est vrai, c'est intimidant. Parce que même si on ne perd pas, ça coûte énormément d'argent pour se défendre. Alors là, oui, on fait attention. Dans sa plainte contre CBS, le général Westmoreland demandait 120 millions de dollars de dommages et intérêts. Une manière comme une autre d'amener les médias à réfléchir avant de publier une information controversée, faute de pouvoir contrôler l'information. Jusqu'à maintenant, le 4e pouvoir aux États-Unis a bien résisté. Reste à savoir si les conservateurs vont aller plus loin dans leur offensive, d'autant plus que les sondages indiquent que le public américain fait de moins en moins confiance à la télévision. Dans la grande vague de retour aux valeurs traditionnelles professées par Ronald Reagan, la presse américaine est en effet en décalage avec l'opinion et on veut le lui faire savoir. Ils ont entre 60 et 75 ans, la retraite les a obligés à mettre leurs uniformes dans la naphtaline, mais ils gardent le cœur à l'ouvrage. Ils, ce sont une centaine d'officiers de plusieurs pays. Leur guerre, c'est la lutte contre le communisme pour le compte de la secte Moon. Anne Rongère. Ils sont tous en civil, mais militaires, dans l'âme et le port de tête. Moyenne d'âge, respectable. La plupart sont à la retraite, généraux ou officiers supérieurs. Ils sont venus d'Argentine, du Brésil, du Japon. Dans les couloirs feutrés d'un hôtel parisien, on parle stratégie, bataille, équilibre des forces. Mais pour autant, ce n'est pas la guerre en dentelle. Leur ennemi numéro 1, c'est le péril rouge. En fait, ce Conseil international pour la sécurité est patronné par l'organisation Causa, elle-même fondée et financée par le révérend Moon. Pourtant, chacun ici est sur la défensive dès que l'on cite le nom de Moon. Nous sommes là pour une conférence sur des sujets d'ordre global, dit ce général, mais nous n'avons aucune arrière-pensée religieuse. Peut-être, mais la lutte idéologique, c'est aussi la tactique du révérend Moon. Nous pensons que la force du communisme est surtout dans son idéologie. Et jusqu'ici, on a tendu à négliger cet aspect de la lutte. Et c'est là où nous voyons le créneau de Causa, en quelque sorte. Des thèmes repris dans plusieurs revues éditées par l'organisation. Les études pseudo-stratégiques y tiennent une large place. Car la tactique Moon, c'est une fusée à 3 étages. 1. Lutte religieuse. 2. Assise financière solide, surtout en biens immobiliers. Enfin, 3. Une façade présentable dans le monde politique. D'où la naissance de cette internationale des généraux à la retraite. On ne cesse de vanter depuis quelques mois les mérites de la 205 Turbo 16 qui, pilotée par le Finlandais Ari Vatanen, remporte rallye sur rallye. Oui, mais voilà, le président de la Fédération internationale de sport automobile, Jean-Marie Balestre, met une nouvelle fois les pieds dans le plat. Il veut modifier le règlement des rallyes, ce qui revient à partir en guerre contre les constructeurs. Daniel Leclerc. Dans un rallye du championnat du monde, le règlement prévoit 3 catégories. Le groupe N, constitué par des voitures de série, à peu de choses près la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Le groupe A, voiture de série également, mais un peu améliorée. Et le groupe B, le groupe de pointe, celui des 205 Turbo 16 et des Audi Quattro Sport, véritables prototypes programmés pour la victoire.
C'est le règlement de cette catégorie que M. Balestre veut modifier, car à l'heure actuelle, les constructeurs de ce groupe sont tenus de lancer sur le marché 200 exemplaires de ce modèle. Le constructeur, lui, se réserve 20 exemplaires pour la compétition qu'il peut modifier à sa guise tout en respectant le règlement suivant le profil du rallye à venir. C'est ce point particulier que M. Balestre remet en cause. Il veut que l'acheteur d'un des 200 modèles groupe B ne soit pas défavorisé par rapport aux pilotes de l'usine. Alors avec nous, Jean Todt, le directeur de Peugeot Talbot Sport. Alors cette proposition du président Balestre va-t-elle vous poser un problème? Écoutez, pour l'instant, ce n'est qu'une proposition dont on a entendu parler pour la première fois au dernier rallye de Suède il y a à peine 48 heures. Il est évident que lorsqu'un constructeur s'engage dans un programme de compétition dans le championnat du monde des rallyes, il a besoin d'une stabilité des règlements. Cette stabilité, elle a été acquise puisque nous avons une stabilité de 5 ans à partir de janvier 1983 et il m'apparaît absolument impensable d'envisager l'arrêt des voitures évolution en groupe B. Ça voudrait dire l'arrêt de la participation des plus grands constructeurs dans le cadre du championnat du monde des rallyes. C'est un frein à la technologie? C'est un frein à la technologie, évidemment, dans la mesure où on sait que les voitures de compétition actuellement rallye sont des vitrines déjà sur un plan commercial et également une vitrine technologique et il est évident que la compétition automobile demande de pouvoir aller de l'avant. Alors si cela se concrétisait, que compte faire Peugeot? Est-ce que Peugeot envisage d'abandonner la compétition? Bon, il ne faut pas uniquement parler de Peugeot, il faut parler de l'intérêt de tous les grands constructeurs qui sont impliqués ou qui ont l'intention d'être impliqués dans des programmes sportifs justement à cause d'une stabilité de la réglementation. Si ça devait se concrétiser, eh bien déjà on ne peut y croire, mais à ce moment-là, Peugeot serait obligé de revoir sa position, de participer à des épreuves dans le championnat du monde des rallyes. Je vous remercie. À la une de la chronique financière ce soir, le dollar. Encore lui. Pourtant, le marché est plutôt calme pour la bonne raison que c'est jour férié aux États-Unis, Washington Day. Washington, le premier président. Raison de plus alors pour prendre le temps d'observer d'un peu plus près la grande fièvre du dollar. Mais d'abord, Henri Loret, voyons ce qui s'est passé sur les marchés européens qui, eux, fonctionnaient aujourd'hui. Bien, effectivement, New York faisait relâche aujourd'hui, et c'est peut-être pourquoi les marchés européens étaient plutôt calmes mais fermes pour le dollar, puisque la monnaie américaine, on va le voir, à côté à Paris, 10 francs 0,4 contre 10 francs 0,1, mettons 10 francs, vendredi à la clôture de Paris. Le Deutsche Mark, que nous allons voir maintenant, est en situation de défense lui aussi contre le dollar. Dans le système monétaire européen, le mark est très affaibli. Il est remonté aujourd'hui à 3 francs 0,6 et était repassé en dessous de cette barre ces dernières semaines. Il est repassé à nouveau à 3,059. À 48 heures, les opérations de liquidation mensuelle, légère tension à la Bourse de Paris. Après une hausse de 3% en 4 semaines, eh bien, les valeurs françaises ont perdu 0,15% aujourd'hui. Rien de très normal. Alors Henri, vendredi soir, ici même, vous annonciez que les États-Unis étaient intervenus pour freiner un peu, pour calmer cette fièvre du dollar. Hypothèse confirmée officiellement pendant le week-end. Alors, s'ils sont intervenus, doit-on en conclure que le dollar, sinon, aurait atteint, je ne sais pas moi, 12 francs, peut-être même davantage? Écoutez, je crois que si les Américains sont intervenus, effectivement, c'est probablement dans le sens d'un apaisement de la monnaie. On ne peut pas imaginer que ce soit dans le sens contraire. Il s'était engagé, vous le savez, dans le cadre d'un accord signé le 17 janvier à Washington entre les 5 ministres des Finances des grands pays industrialisés. Alors, de combien le dollar aurait pu encore progresser contre le Deutsche Mark et le franc, c'est difficile aujourd'hui à évaluer. Il faudrait savoir quel est exactement le montant et la nature de l'intervention de la Banque fédérale américaine. Oui, mais alors pourquoi les États-Unis interviennent-ils? C'est-à-dire pourquoi ont-ils la volonté de freiner un peu cette... Écoutez, ils ont toujours dit qu'ils interviendraient pour remédier au désordre. Alors qu'est-ce que c'est le désordre? Est-ce que c'est quand le dollar est trop haut, quand il est trop bas? C'est difficile à dire. Ce qui est évident, c'est que M. Baker, qui est le nouveau secrétaire aux finances, secrétaire au Trésor, donc l'équivalent du ministre des Finances, M. Baker a effectivement confirmé ce week-end que les Américains étaient intervenus et qu'il semblerait que certains grands responsables américains soient inquiets à la fois de la hausse des taux, de la hausse du dollar, et tout ceci dans un cadre un peu particulier qui est celui que vous connaissez, c'est-à-dire des déficits très importants, déficits publics et également un
comment dirais-je, une dépendance à l'heure actuelle des Américains extrêmement forte vis-à-vis de l'étranger, puisque là, vous le savez probablement, les Américains ont une dette publique qui se monte à 6 000 milliards de dollars. Voilà. Le temps demain pour terminer, soleil, froid et un peu de vent d'est. Ce sera le lot de la plupart des régions, exception cependant la côte méditerranéenne et la Corse qui auront un temps nuageux avec des averses, des brouillards givrants dans les vallées. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h05. Tout de suite après ce journal, un numéro de Thalassa à ne pas manquer. Un reportage tourné en 1925 chez les Esquimaux au pôle Nord. Avant de vous laisser regarder ce document exceptionnel, le rappel des titres du journal. À demain, 22h05, bonsoir. Le troisième homme au cœur artificiel va bien, mais rien ne prouve que cette technique a de l'avenir. L'Espagne et le Portugal dans le marché commun, toujours autant de problèmes, surtout pour la pêche. Le Premier ministre israélien Shimon Peres en visite officielle en Italie. Demain, il rencontrera le pape Jean-Paul II. Encore du rififi dans le sport automobile. Jean-Marie Balestre en travers de la route de la 205 Turbo 16.